Salut la gang de Sciences de 3, bienvenue à ce cours qui porte sur la respiration. Le système respiratoire regroupe l'ensemble des organes qui interviennent dans la respiration. Ce système comprend les voies respiratoires et les poumons. La principale fonction du système respiratoire est de fournir à l'organisme le dioxygène dont il a besoin ainsi que de le débarrasser du dioxyde de carbone. C'est grâce au système respiratoire que peut se produire la respiration cellulaire. On se souvient que la respiration cellulaire, qui est vitale pour notre organisme, consiste en la combustion de glucose en présence de dioxygène et qu'en plus de libérer de l'énergie, elle libère un déchet toxique, le dioxyde de carbone. Il faut donc retenir que le dioxygène est nécessaire à la respiration cellulaire et que le dioxyde de carbone est un déchet à éliminer. Il est important de savoir identifier chacune des parties du système respiratoire. Il y a les fosses nasales, l'entrée officielle de l'air, le pharynx, carrefour des voies digestives et respiratoires, le larynx, là où il y a les cordes vocales, la trachée, qui est un conduit incompressible, les deux bronches, les poumons droit et gauche, et le diaphragme, muscle très important dans la respiration. Maintenant, voyons le poumon de plus près. Repartons des bronches. Il y a les bronchioles, ces petites ramifications, les alvéoles en forme de grappe, recouvertes de capillaires, ces petits vaisseaux sanguins très fins. N'oublions pas la cage thoracique. Il y a les côtes et les muscles intercostaux, le tout supporté par le diaphragme sous la cage. Nous commençons les voies respiratoires par les cavités nasales. En entrant par les narines, l'air atteint la première conduite du système respiratoire, les cavités nasales, aussi nommées fosses nasales. Les cavités nasales sont tapissées de poils qui permettent de filtrer l'air. C'est aussi en cet endroit que l'air est réchauffé et humidifié par les vaisseaux sanguins à proximité, et ce, afin de limiter les dommages qu'un air sale, froid et sec pourrait infliger aux poumons. Maintenant, le pharynx. Le pharynx est une voie respiratoire, mais aussi une voie digestive puisque l'air inspiré et la nourriture peuvent y circuler, mais pas en même temps. La luette, lorsqu'elle est abaissée, permet le passage de l'air des fosses nasales au pharynx. Et lorsque la déglutition a lieu, la luette s'élève afin d'empêcher la nourriture d'aller dans les fosses nasales. Toujours dans les voies respiratoires, le larynx. Le larynx est la véritable porte d'entrée de l'air dans les voies respiratoires. Il relie le pharynx à la trachée. L'épiglotte, comme nous l'avons vu dans la digestion, est le clapet qui permet de fermer l'accès à la trachée lors de la déglutition. Donc, lors d'une inspiration, l'épiglotte s'élève pour permettre le passage de l'air. C'est à ce niveau que l'on retrouve les cordes vocales. Lorsque l'air est expulsé des poumons, il fait vibrer deux fibres musculaires qui, selon leur ouverture, produisent un son contrôlé. Voyons maintenant la trachée. La trachée est un conduit dont la charpente est faite de cartilage qui relie le larynx aux bronches. En fait, pour que ce conduit reste toujours ouvert, ce qui est vital, des anneaux de cartilage sont disposés tout le long du tube pour maintenir sa forme cylindrique et l'empêcher de s'affaisser sur lui-même. Les parois internes de la trachée sont recouvertes de mucus et de cils vibratiles, ce qui permet d'emprisonner les petits corps étrangers, comme des poussières, et de les faire remonter vers le haut pour protéger les poumons. Maintenant, les poumons, cet organe qu'il faut tant protéger. Situés dans la cage thoracique, les deux poumons sont les sites d'absorption de l'oxygène et de rejet du dioxyde de carbone. Ils sont légèrement différents. Celui de gauche contient 2 lobes, alors que celui de droite en contient 3. Il faut bien faire de la place pour le cœur. Pour ce qui est du mouvement de l'air, 2 groupes musculaires seront utilisés, le diaphragme et les muscles intercostaux. Ramification de la trachée, les bronches. Le système respiratoire comporte 2 bronches principales. Chacune de ces bronches conduit l'air vers l'un des 2 poumons. Il est à noter qu'il n'y a pas d'échange gazeux à ce niveau. Comme la trachée, la paroi intérieure de ces conduits est recouverte de cils vibratiles et de mucus régulièrement renouvelés. Le mucus et les cils
servent à empêcher les intrusions d'éléments étrangers dans les niveaux inférieurs et plus fragiles des poumons, les alvéoles. Comme des petites bronches, les bronchioles. Une fois que les bronches sont assez avancées dans les poumons, elles se ramifient en de plus petits conduits appelés bronchioles. Ces bronchioles permettront d'acheminer l'air des bronches aux surfaces d'échange contenues dans les alvéoles. Les constituants des poumons, les alvéoles. Les alvéoles constituent les extrémités des dernières bronchioles. Leur forme sphérique permet d'augmenter leur surface de contact avec l'air. Chaque grappe d'alvéoles, appelée sac alvéolaire, est littéralement enveloppée d'un tapis de vaisseaux sanguins à petit diamètre nommé capillaire. La mince paroi épithéliale des alvéoles et des capillaires, ainsi que leur proximité, permet de faire les échanges gazeux de façon optimale. La surface humide permet et facilite la dissolution et la diffusion de l'oxygène à travers les alvéoles vers les capillaires, ainsi que celle du dioxyde de carbone des capillaires vers les alvéoles. Remarquons ici à quel point les alvéoles sont vascularisées à l'aide de petits capillaires sanguins. Voyons maintenant les mécanismes de la respiration. Les mouvements respiratoires permettent la circulation de l'air dans les voies respiratoires et les poumons, ce qui permet à la fois l'entrée du dioxygène ainsi que la sortie du dioxyde de carbone. Ce phénomène se produit en deux étapes, soit l'inspiration et l'expiration. Sachez que les mouvements respiratoires sont provoqués par l'action du diaphragme et des muscles intercostaux. Le diaphragme est le muscle principal utilisé lors de la respiration. Il est situé sous les poumons, juste à la base de la cage thoracique dont il forme le plancher. Lorsqu'il se contracte, il devient plat et raide, ce qui augmente le volume de la cavité thoracique en tirant les poumons vers le bas. C'est l'inspiration. À l'opposé, quand le diaphragme se relâche, il se courbe et se relève vers le haut du corps, ce qui diminue le volume des poumons, c'est l'expiration. Les muscles intercostaux, comme leur nom l'indique, sont situés entre les côtes de la cage thoracique. L'inspiration se produit lorsque les muscles intercostaux se contractent, ce qui soulève la cage thoracique et augmente le volume des poumons. Pour l'expiration, elle sera associée au relâchement des muscles intercostaux qui favoriseront la diminution de volume des poumons. L'inspiration est le mouvement respiratoire pendant lequel l'air entre dans les poumons. Et l'expiration est le mouvement respiratoire pendant lequel l'air sort des poumons. Afin de comprendre le déplacement de l'air dans les voies respiratoires, il est essentiel de savoir qu'un gaz passe toujours d'un milieu où la pression est plus élevée vers un milieu où la pression est plus faible. Les deux mécanismes de la respiration, l'inspiration et l'expiration. Résumons l'inspiration. Premièrement, c'est la contraction des muscles intercostaux et du diaphragme. Par conséquent, la cage thoracique se soulève, ce qui fait que le volume des poumons augmente. La pression à l'intérieur des poumons diminue et devient alors plus petite que celle à l'extérieur. L'air se dirige donc vers les poumons, ce qui équilibre les pressions. Petit fait intéressant, chaque inspiration permet l'entrée d'environ un demi-litre d'air. Maintenant, résumons l'expiration. Premièrement, c'est le relâchement des muscles intercostaux et du diaphragme, ce qui fait que la cage thoracique s'abaisse. Donc, le volume des poumons diminue, ce qui fait que la pression à l'intérieur des poumons augmente. Elle est alors plus grande que celle à l'extérieur. Et finalement, l'air se dirige vers l'extérieur des poumons afin d'équilibrer les pressions. Autre fait intéressant, les poumons ne se vident pas complètement. Il restera toujours une petite quantité d'air, on l'estime à environ 1,2 litre. Voici un tableau qui résume les mécanismes de la respiration. Rappelons-nous la principale fonction du système respiratoire, les échanges gazeux. Le dioxygène et le dioxyde de carbone sont ce que l'on nomme des gaz respiratoires. Suite à une inspiration, la concentration du dioxygène est supérieure dans les alvéoles à celle dans le sang. Le déplacement du dioxygène se fait donc de l'alvéole pulmonaire vers le capillaire sanguin. Ce gaz se lie à l'hémoglobine contenue dans les globules rouges pour ainsi circuler dans les vaisseaux sanguins. Lors de l'expiration,
La concentration du dioxyde de carbone est plus faible que celle du sang qui arrive aux alvéoles par la circulation sanguine. Le déplacement du dioxyde de carbone se fait du capillaire sanguin vers l'alvéole pulmonaire. Si une trop grande quantité de dioxyde de carbone se retrouve dans le sang, une grave atteinte au système nerveux peut survenir. La personne peut alors tomber dans le coma, voire mourir. Voici une représentation des échanges gazeux entre une alvéole pulmonaire et un capillaire sanguin. Le dioxygène passe de l'alvéole au capillaire et le dioxyde de carbone du capillaire à l'alvéole. Voyons finalement la composition de l'air lors de la respiration. C'est la même quantité de diazote qui entre et qui sort, il n'y a donc pas d'échange. Seulement une partie du dioxygène est absorbée et le dioxyde de carbone est expulsé. C'était la respiration.